Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des sources assez étonnantes, notamment autour de l'autopsie des fantômes de Philippe Charlier. Le but, c'est pas de dire si les fantômes existent ou pas, hein, mais plutôt de saisir pourquoi, au 19e siècle, cette croyance aux esprits, au spiritisme, a littéralement explosé. Et tout commence, souvent on raconte cette histoire un peu folle, en 1848, une ferme près de New York, les Sœurs Fox, des coups dans les murs, une espèce de dialogue qui s'installe avec un esprit. C'est un peu le point de départ du spiritisme moderne, c'est ça. Comment ça a pu prendre une telle ampleur? C'est vrai que c'est une histoire fondatrice, on peut dire. Les jeunes sœurs, Margaret et Kate, elles affirment parler avec un certain Mr. Splitfoot. Un code, des coups qui frappent. Ah oui, le fameux code. Exactement. Et cet esprit, il aurait révélé des secrets de famille, parlé d'un colporteur assassiné. Bon, il faut dire que Margaret a avoué bien plus tard que c'était une supercherie. Apparemment, des craquements d'articulation. Ah, quand même. Oui. Mais trop tard, en quelque sorte. Le mouvement était lancé. Et ça prend une ampleur dingue, surtout aux États-Unis après la guerre de sécession. Tellement de morts, de deuil. Le spiritisme offrait, une forme de contact, une consolation. Et il y a ce détail qui frappe toujours. La plupart des médiums, c'était des femmes. Simple hasard ou ça dit quelque chose de l'époque? Non, non, c'est pas un hasard, c'est un point clé. Pour les femmes, dans une société très, très patriarcale, devenir médium, c'était accéder à une forme de parole publique, d'autorité. C'était pas rien. Une sorte d'espace de pouvoir inattendu? Tout à fait. Cela dit, l'idée de parler aux morts, bon, c'est pas nouveau, hein, même si le christianisme l'avait combattu. Déjà au XVIIe siècle, certains penseurs, comme Henri More, voyaient les fantômes comme une preuve contre l'athéisme, contre les théories mécanistes à la Descartes, où tout n'est que matière et mécanisme, sans place pour l'âme, le surnaturel. Oui, on sent bien cette tension au 19e. D'un côté, la science qui avance, le rationalisme, et de l'autre, une fascination pour le macabre presque, revendiqué. Aller visiter la morgue en famille le dimanche, faut imaginer le truc. Le spiritisme, c'est un peu une façon de garder du mystère face à tout ça. Exactement. Une réaction en quelque sorte. Et c'est là qu'en France, Allan Kardec arrive et il va tout codifier. Avec son livre des esprits en 1857, il donne une doctrine, une structure. Et il organise le bazar, quoi. C'est un peu ça, oui. Existence des esprits désincarnés, communication par les médiums, le concept de périsprit, cette enveloppe de l'esprit. Son succès est énorme. Il touche même des intellectuels, des scientifiques comme Flammarion ou des artistes comme Victor Hugo. Et au-delà de Kardec, il y a des médiums qui deviennent de vraies célébrités. Florence Cook, par exemple, avec son esprit Katie King. On raconte des choses assez spectaculaires sur ces séances. Ah oui, Florence Cook. Les séances de matérialisation de Katie King étaient réputées. Et parfois, oui, assez troublantes. On parle de séances où ça flirtait un peu avec la sensualité, la médium se dévoilant un peu. Une forme de libération, peut-être. Peut-être une transgression, oui, dans cette société victorienne si corsetée. Mais bon, comme beaucoup d'autres, Florence Cook finira par être suspectée, puis démasquée. La frontière entre le phénomène et le spectacle était très mince. Et cette idée de spectacle, on la retrouve aussi avec la photo spirit, j'imagine. Ces clichés avec des formes blanches, un peu floues. Comment ça marchait, ça? Les gens y croyaient vraiment, malgré les trucages évidents. La photo, c'était nouveau, ça avait un côté objectif, scientifique en apparence. Et puis, il y avait une envie d'y croire, très forte. Mais oui, les trucages étaient souvent flagrants. Double exposition, des mannequins drapés, des accessoires. Un peu comme l'effet de Cottingley. Exactement. L'affaire des fées de Cottingley, c'est incroyable. Deux jeunes filles qui font croire pendant des années avoir photographié des fées, avec le soutien de Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, qui y croyait dur comme fer. Elles n'ont avoué que bien plus tard que c'était des découpages en carton. Ça montre bien cette fascination, ce besoin de merveilleux. Des scientifiques comme Camille Flammarion, l'astronome, ont tenté des expériences. Et surtout, il y a eu la création à Paris, en 1919, de l'Institut Métapsychique International, l'IMI. L'IMI. Voilà. Le but était clair. Étudier rationnellement ces phénomènes étranges. La télépathie, la psychantinèse, tout ça. Et ils étaient pas tendres. Ils ont documenté plein de fraudes, hein. Objets cachés dans les orifices, fils, faux ectoplasmes. Ils allaient loin dans les contrôles, non? Ah oui, des protocoles très stricts, parfois extrêmes. Médiums examinés nus, fouillés, ligotés à leur chaise. Des scientifiques comme Pierre et Marie Curie s'y sont intéressés, au moins un temps. Et la technologie, comme les rayons infrarouges, a permis de démaquiller pas mal de trucs.
Il y a même Edison, pourtant sceptique, qui a imaginé un nécrophone pour parler aux morts, mais scientifiquement, sans passer par les médiums. Court-circuiter les intermédiaires. Et cette quête de contact, ça a même donné naissance à des formes d'art particulières, c'est ça? L'art médiumnique? Tout à fait. C'est souvent lié à ce qu'on appelle l'art brut. Des artistes comme Augustin le Sage, un mineur du Nord, qui se met à peindre sur ordre d'une voix. Des œuvres immenses, très détaillées. Ou Victor Hugo, pendant son exil à Jersey, qui remplit des carnets entiers de messages dictés par les tables parlantes, et même des dessins qu'il leur attribue. C'était une autre façon d'explorer cet invisible qui obsédait l'époque. Bien sûr, tout ça n'a pas plu à tout le monde. Il a dû y avoir des critiques virulentes. Et comment? L'Église catholique d'abord, qui a condamné officiellement le spiritisme, les rationalistes évidemment, qui criaient à la superstition, les psychologues aussi, qui commençaient à analyser ça sous un angle, disons, plus clinique, comme Théodore Flournoy avec le cas célèbre de la médium Helen Smith, expliquant ses visions par des mécanismes psychologiques. Et les illusionnistes. Ah oui, les prestigitateurs comme Dixon se sont régalés à démonter les supercheries, à montrer comment reproduire les tours des médiums. C'était une sorte de guerre entre vrais et faux magiciens, si on veut. Donc, si on résume, des simples coups frappés par des gamines à des doctrines complexes, des séances un peu sulfureuses au labo scientifique, cette plongée nous montre vraiment un siècle, le 19e, qui cherche du sens, un peu désespérément peut-être, face à la mort omniprésente et à la montée de la science qui semblait tout expliquer. Oui, et ce qui est interpellant, c'est de voir comment ces croyances persistent, malgré toutes les démystifications, toutes les preuves de fraude. Ça touche sans doute à quelque chose de très profond en nous. Ce besoin de négocier avec la perte, avec l'invisible, avec la finitude. Et ça nous ramène à la question de Charliot, au fond. À qui profitent les fantômes? Mais peut-être avant tout, aux vivants, non?